Lorsque les armées alliées commencèrent à libérer les camps de concentration en 1945, ce qu'elles découvrirent dépassa toute horreur imaginable. Des corps entassés, des prisonniers squelettiques et des âmes brisées par des années de torture. Pour les Juifs survivants de l'Holocauste, la libération ne signifiait pas une liberté immédiate, mais plutôt le début d'une nouvelle ère marquée par l'incertitude. Nombre d'entre eux étaient malades, sans famille, sans patrie et sans aucun endroit où retourner. Après la guerre, plus de 250 000 survivants juifs furent placés dans des camps de personnes déplacées en Allemagne, en Autriche et en Italie. Là, sous administration alliée, ils commencèrent peu à peu à reconstruire leur vie. Certains espéraient émigrer en Amérique ou en Palestine, tandis que d'autres fondèrent une nouvelle famille parmi les rares survivants. Nombre d'entre eux rejoignirent les mouvements sionistes ou collaborèrent avec des réseaux clandestins pour fuir le continent. La catastrophe, la solution finale qui a exterminé 6 millions de Juifs. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'appareil du Troisième Reich n'a pas seulement pénétré les territoires européens avec des chars et des avions. Il l'a également fait avec une idéologie implacable et systématique visant l'élimination totale d'un peuple. L'Holocauste, ou Shoah, n'était pas un crime de haine improvisé. C'était une politique d'État soigneusement conçue, exécutée avec une précision effrayante. Entre 1941 et 1945, près de 6 millions de Juifs européens ont été assassinés par le régime nazi lors d'une opération qui a brouillé les frontières entre l'humain et l'inhumain. Les origines de l'antisémitisme nazi remontent bien avant le déclenchement de la guerre. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, le Parti national-socialiste allemand avait promu une rhétorique virulente contre les Juifs, qu'il accusait de tous les maux de l'Allemagne, de sa défaite lors de la Première Guerre mondiale à la crise économique qui l'avait ravagée pendant la République de Weimar. En 1935, les lois de Nuremberg institutionnalisèrent cette discrimination. Les Juifs furent déchus de leur citoyenneté allemande, de leurs droits civiques et de leur place dans la société. Dès lors, ils furent considérés comme des parias. Mais c'est avec le déclenchement de la guerre en 1939 et l'invasion de la Pologne qui suivit que la politique antisémite nazie prit un tournant brutal. Les territoires conquis par la Wehrmacht étaient peuplés de millions de Juifs. À l'Est, notamment en Pologne, en Ukraine et dans les pays baltes, les communautés juives étaient anciennes, nombreuses et culturellement dynamiques. Le régime nazi les percevait comme une menace à éliminer. Au début, les Juifs étaient confinés dans des ghettos, des quartiers fermés et surpeuplés où les conditions sanitaires et nutritionnelles étaient déplorables. Le ghetto de Varsovie, l'un des plus grands, a fini par abriter plus de 400 000 personnes sur quelques kilomètres carrés. La faim, la maladie et la brutalité des SS sont devenues monnaie courante. Mais cette étape n'était qu'un préambule. En 1941, après le début de l'invasion allemande de l'Union soviétique, une nouvelle phase s'est ouverte, le massacre. Les Einsatzgruppen, des unités mobiles d'extermination, ont commencé à exécuter des milliers de personnes dans les forêts, les champs et les villages. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées étaient alignés près des fosses communes et fusillés. À Babi Yar, en Ukraine, plus de 33 000 Juifs ont été assassinés en seulement 2 jours. Mais même cette méthode était, aux yeux des dirigeants nazis, inefficace. C'est alors qu'émergea la prétendue solution finale au problème juif. En janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, de hauts responsables du Troisième Reich se réunirent dans la banlieue de Berlin pour planifier l'extermination systématique du peuple juif européen. Il ne s'agissait plus de les expulser, de les déporter ou de les ségréguer, il s'agissait de les éliminer un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. Ainsi naquirent les camps d'extermination Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek, Chelmno. Contrairement aux camps de concentration créés pour le travail forcé ou la répression politique, ces camps n'avaient qu'un seul but, la mort. C'étaient des usines à meurtre de masse. Les déportés arrivaient dans des wagons à bestiaux, après des jours sans eau ni nourriture. À leur débarquement, ils étaient séparés par des médecins nazis entre ceux aptes au travail et ceux condamnés à mort. La plupart ne survécurent pas à la sélection initiale et furent conduits directement aux chambres à gaz.
À Auschwitz, le plus meurtrier de tous les camps, l'utilisation du zyklon B, un pesticide mortel devenu arme génocidaire, fut perfectionnée. Des milliers de corps étaient incinérés chaque jour dans des crématoriums industriels. La fumée s'échappant des cheminées devint le symbole le plus atroce de l'Holocauste. À son apogée, Auschwitz pouvait exterminer jusqu'à 10 000 personnes par jour. Mais la cruauté nazie ne se limitait pas aux meurtres physiques. Elle impliquait également une déshumanisation systématique. Les Juifs avaient la tête rasée, leurs vêtements et leurs biens dépouillés, et des numéros tatoués sur leurs bras, réduisant leur identité à un chiffre. Des familles entières furent exterminées, des expériences médicales furent pratiquées sur des victimes vivantes, et des symboles culturels associés au judaïsme, tels que des synagogues, des livres et des cimetières, furent détruits. On tenta non seulement d'effacer les individus, mais aussi leurs souvenirs. La plupart des victimes n'eurent jamais de tombe. Elles disparurent dans l'anonymat de la fumée, dans le silence des trains, dans les fosses communes d'Europe de l'Est. La froideur administrative avec laquelle le régime nazi organisa le génocide le transforma en une machine d'anéantissement moderne, quasi bureaucratique. À mesure que la guerre progressait et que les Alliés commençaient à renverser la situation sur le front, le Troisième Reich intensifia les meurtres, tentant d'effacer toute trace du crime. Les crématoriums furent détruits, les prisonniers contraints d'exhumer et de brûler les corps, et les camps les plus visibles furent démantelés. Mais il était trop tard. Les preuves étaient indéniables. L'Holocauste ne se résume pas au meurtre de 6 millions de personnes. Il s'agit d'une tentative systématique d'effacer une culture, une religion, une histoire. C'est l'échec absolu de la civilisation européenne qui a permis, par son action ou son inaction, que cela se produise. Ce fut le point le plus bas de l'humanité moderne, un avertissement indélébile de l'ampleur de la haine lorsqu'elle devient politique d'État. Et plus déchirant encore, il y a eu des survivants. Des personnes qui ont échappé à la mort par hasard, par résistance ou par intervention. Des hommes, des femmes et des enfants qui ont vu leur famille disparaître, qui ont marché parmi les cadavres, qui ont vécu dans des conditions inhumaines. Ils portaient le souvenir de l'horreur. Ils seraient les témoins que le monde ne pourrait ignorer. Mais l'histoire de ces survivants ne s'est pas terminée avec la chute du Troisième Reich. En fait, pour beaucoup, c'est alors que leur véritable calvaire a commencé. La libération des camps n'était pas synonyme de liberté. Ce qui a suivi a été un combat pour la dignité, pour la justice, pour la possibilité de reconstruire une vie parmi les ruines du passé. Horreur en vue, la libération des camps de concentration nazis et son impact sur le monde. Durant l'hiver 1945, alors que le Troisième Reich commençait à s'effondrer sous l'avancée incessante des Alliés, un événement inattendu et profondément troublant apparut aux yeux des soldats franchissant les frontières du Reich, les camps de concentration et d'extermination. Ce qu'ils découvrirent en ces lieux dépassait l'imagination et toute connaissance antérieure de la cruauté humaine. La première grande libération fut opérée par l'armée rouge soviétique le 27 janvier 1945, lorsque ses troupes prirent d'assaut Auschwitz-Birkenau. Ils y découvrirent un paysage fantomatique, des baraquements à moitié vides, des corps empilés, des crématoires partiellement détruits pour dissimuler les crimes et environ 7000 prisonniers abandonnés par les nazis lors de l'évacuation. Nombre d'entre eux étaient à l'article de la mort, de malnutrition, de maladie ou de froid. Ils ignoraient s'ils étaient revivants ou morts. Ils ignoraient si l'horreur était terminée ou si elle était en train de changer. Peu après, les Britanniques libérèrent Bergen-Belsen, les Américains arrivèrent à Buchenwald, Dachau et Mauthausen, et les Français à Natzweiler-Struthof. Dans chacun de ces camps, la même image se répétait, des êtres humains réduits à l'état de squelettes vivants, des survivants à peine debout, des enfants anonymes, des femmes au regard vide, des hommes incapables de comprendre que l'horreur avait pris fin. Les soldats libérateurs, pourtant endurcis par des années de guerre, n'étaient pas préparés à ce qu'ils voyaient. Certains vomissaient, d'autres pleuraient, mais beaucoup prenaient aussi des photos, incapables de croire que ce qu'ils voyaient n'était pas un cauchemar. Les images des camps libérés commencèrent à circuler dans la presse internationale et à atteindre les écrans de cinéma des pays alliés. L'humanité découvrit alors, avec horreur, le véritable sens du mot génocide. Les réactions furent immédiates et multiples.
D'un côté, ce fut un choc moral profond. De l'autre, une perplexité politique et diplomatique. Comment un tel crime avait-il pu être perpétré en plein jour, pendant des années, sans que les puissances mondiales ne l'en empêchent? La question ne trouva pas de réponse simple. Les premières photographies et films commencèrent à circuler dans les jours et les semaines qui suivirent la libération des camps. Les actualités britanniques et américaines incluaient des segments montrant des images prises à Bergen, Belsen, Dachau, Buchenwald et Mauthausen. Dans les cinémas de Londres, New York et Paris, les spectateurs réagirent avec incrédulité, horreur et souvent déni. Il était courant que certains se couvrent les yeux, que d'autres sortent, ou que des cris d'horreur étouffés se fassent entendre. L'humanité n'avait pas de langage adéquat pour traiter cela. L'Holocauste a brisé les cadres moraux familiers. L'opinion publique des pays alliés fut profondément choquée. Au Royaume-Uni, le discours du Premier ministre Winston Churchill fut teinté d'une rare dureté. Aux États-Unis, le président Harry Truman autorisa la création de commissions chargées de documenter les crimes et de préserver les preuves. La France, encore sous le choc de l'occupation allemande, fit face à sa propre culpabilité. La collaboration du régime de Vichy à la déportation des Juifs français vers Auschwitz. L'impact émotionnel fut si fort que beaucoup commencèrent à se demander si les Alliés avaient fait assez pour arrêter le génocide. Les critiques se multiplièrent, notamment dans les milieux juifs. Des documents ultérieurs révélèrent que les services de renseignement britanniques et américains étaient au courant, au moins depuis 1942, de l'existence d'un plan systématique d'extermination des Juifs d'Europe. Cependant, aucune action militaire directe ne fut entreprise pour perturber ce processus. Pas de bombardement des voies ferrées menant à Auschwitz, pas d'attaque contre les crématoires, pas d'opération de sauvetage à grande échelle. La découverte des camps de concentration a suscité une urgence morale. Il était nécessaire de traduire les responsables en justice, de donner la parole aux victimes et de créer un cadre juridique empêchant qu'une telle situation ne se reproduise. C'est ainsi qu'a débuté ce qui allait devenir les procès de Nuremberg, une initiative juridique sans précédent qui a défini pour la première fois les crimes contre l'humanité. Les témoignages des survivants ont profondément marqué les juges, les procureurs et le public. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres. Il s'agissait de récits de prisonniers contraints de creuser leur propre tombe, de mères séparées de leurs enfants à l'arrivée, d'organismes utilisés comme matière première pour la fabrication de savon, ou encore d'extraction de dents en or avant l'incinération. Ces témoignages ont brisé le silence avec une brutalité dévastatrice. L'Église réagit également avec des nuances. Si certains chefs religieux condamnèrent immédiatement l'horreur nazie, d'autres optèrent pour la prudence ou le silence. L'attitude du Vatican fut particulièrement ambiguë. Si le pape Pie XII avait exprimé sa préoccupation générale pour les victimes de la guerre, il ne condamna jamais publiquement le génocide des Juifs pendant le conflit. Cette omission allait susciter la controverse pendant des décennies. Dans les sphères académiques et culturelles, la découverte de l'Holocauste provoqua un profond bouleversement. Intellectuels, écrivains et philosophes commencèrent à s'interroger sur la nature humaine, la civilisation et la modernité. Si l'Allemagne éclairée, patrie de Goethe et de Beethoven, avait pu construire à Auschwitz, que signifiait le progrès? Était-il possible de faire confiance aux êtres humains après cela? Au cours des années suivantes, les universités créèrent des chaires sur le génocide. Des archives spécialisées furent créées. Des colloques internationaux furent organisés pour étudier l'antisémitisme, la propagande nazie et la psychologie des auteurs. L'Holocauste devint une plaie ouverte, un objet de réflexion constante et aussi un tournant dans l'histoire morale du XXe siècle. Les pays alliés commencèrent également à revoir leur propre politique d'immigration, en partie par honte. Pendant la guerre, de nombreux pays, dont les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, avaient imposé de sévères restrictions à l'immigration des Juifs européens. Des navires entiers de réfugiés furent renvoyés sur le continent, où leurs passagers aboutirent dans des camps d'extermination. Le choc de la libération des camps força ces pays à reconsidérer leur approche et, dans certains cas, à accueillir des milliers de survivants. Mais l'impact ne fut pas uniforme. Dans certains secteurs de la société, notamment en Europe de l'Est, la découverte des camps ne modifia pas fondamentalement les attitudes antisémites. Dans des villes comme Cracovie et Kielce,
Les Juifs de retour après la guerre se heurtèrent à l'hostilité, à la méfiance, voire à la violence. L'antisémitisme persista, désormais masqué par le ressentiment social ou la peur de la vengeance. Les survivants n'étaient pas toujours perçus comme des victimes, mais comme des étrangers revenant récupérer ce que d'autres s'étaient déjà approprié. Malgré cela, la découverte des camps eut un profond effet catalyseur. L'ampleur du crime força les sociétés alliées à adopter une nouvelle conscience historique. Il devint nécessaire de créer des mécanismes de mémoire, d'instaurer des journées de commémoration et de veiller à ce que les générations futures sachent ce qui s'était passé. C'est dans ce climat d'urgence, par exemple, qu'est né le concept de « plus jamais ça », qui devint une devise éthique internationale. Les documentaires produits dans les premières années d'après-guerre, comme le célèbre Nuit et brouillard d'Alain Resnais ou les images de l'armée américaine à Dachau, ont contribué à établir un récit visuel de la Shoah. Ces œuvres ont non seulement informé, mais aussi confronté. Elles ont montré le visage nu du mal, et elles l'ont fait avec une intention claire, faire en sorte que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. L'impact de la découverte des camps ne s'est pas limité au moment de la libération. Ce fut le début d'un long processus de deuil, de réflexion et de reconstruction morale. Les puissances alliées, après avoir vaincu le nazisme sur le champ de bataille, ont alors compris qu'elles devaient également l'affronter sur le terrain de la conscience historique. La deuxième prison. Qu'est-il arrivé aux prisonniers et aux camps de réfugiés mis en place par les Alliés? Mais la libération ne connut pas une fin heureuse. Pour les survivants, il n'y eut aucune célébration. L'ouverture des barbelés ne signifiait pas nécessairement le début d'une nouvelle vie. Dans bien des cas, c'était le début d'un nouveau combat, la lutte pour la survie contre l'abandon et pour trouver une place dans un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. Nombre de ceux qui furent libérés étaient si faibles qu'ils ne pouvaient même pas bouger. Ils avaient passé des mois, parfois des années, sans nourriture adéquate, sans accès à une hygiène de base, souffrant de maladies comme le typhus, la dysenterie ou la tuberculose. Les conditions sanitaires étaient catastrophiques. Dans des camps comme Bergen, Belsen, les corps s'empilaient sans sépulture et les maladies infectieuses se propageaient sans contrôle. Les unités médicales alliées furent rapidement débordées. Dans les premières semaines qui suivirent la libération de certains camps, des centaines, voire des milliers de prisonniers moururent, non pas aux mains des nazis, mais des séquelles irréversibles de leurs souffrances accumulées. La priorité immédiate était les soins médicaux. Des hôpitaux de campagne furent installés à proximité des camps libérés. Dans des endroits comme Bergen, Belsen et Buchenwald, les armées britanniques et américaines commencèrent, en quelques heures, à distribuer nourriture, couverture et produits de première nécessité. Mais la faim accumulée depuis des mois ne pouvait être apaisée par une ration chaude. Une malnutrition extrême avait détruit le système digestif de nombreux prisonniers. Leur donner de la nourriture ordinaire provoquait des diarrhées mortelles, des collapsus intestinaux ou une mort subite. Le processus de guérison fut donc un apprentissage douloureux et le serment d'Hippocrate devait être respecté, car tenter de sauver quelqu'un pouvait entraîner sa mort par inadvertance. Médecins militaires, infirmières de la Croix-Rouge, personnel médical et volontaires locaux firent ce qu'ils purent. Certains camps furent immédiatement transformés en centres médicaux de fortune. Les douches, autrefois symbole d'extermination, servaient désormais à laver à l'eau claire les corps infestés de poux, les têtes étaient rasées pour éliminer les parasites et des vaccins étaient administrés pour prévenir les épidémies de typhus, de choléra ou de tuberculose. De nombreux prisonniers moururent dans les jours qui suivirent la libération, non pas aux mains des nazis, mais des suites de l'accumulation irréversible de leurs souffrances antérieures. Mais tous les survivants n'étaient pas malades. Certains, bien que faibles, restèrent lucides. Ils voulaient savoir ce qui était arrivé à leur famille, rentrer chez eux et, par-dessus tout, obtenir des réponses et justice. Cependant, la réalité qui les attendait était bien plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Alors que les camps se vidaient de leurs cadavres, les Alliés comprirent rapidement qu'ils ne pouvaient pas simplement libérer tous les prisonniers et espérer que chacun reprenne sa vie d'avant. La plupart d'entre eux n'avaient plus de foyer où retourner. De nombreux villages avaient été détruits. D'autres villes, comme Varsovie et Minsk, n'existaient plus sous la forme qu'elles avaient connue. De plus, nombre de survivants étaient orphelins, seuls membres de leurs familles encore en vie. Face à cette situation, une décision pratique mais cruciale fut prise.
créer des camps de personnes déplacées ou camps de personnes déplacées. Il ne s'agissait pas de camps de concentration, mais de refuges organisés par les Alliés, administrés par les Nations Unies, qui opéraient depuis 1943 par l'intermédiaire de son prédécesseur, l'administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction. Dans le cadre de cette initiative, plus de 700 camps de personnes déplacées furent établis dans toute l'Europe dévastée, notamment en Allemagne, en Autriche et en Italie. Ils abritaient non seulement des Juifs, mais aussi des millions de personnes déracinées pendant la guerre, dont des prisonniers politiques, des travailleurs forcés, des vétérans soviétiques, des Roms, des civils polonais et des survivants de multiples nationalités. Cependant, les Juifs arrivés dans ces camps étaient confrontés à une situation unique. Ils n'étaient pas de simples personnes déplacées, mais des victimes d'une tentative d'extermination systématique. Ils ne voulèrent pas retourner dans les pays où ils avaient été trahis par leurs voisins, déportés par des gouvernements collaborationnistes ou ignorés par des communautés entières. Rentrer chez eux n'était pas, pour eux, une option sûre. De nombreux survivants juifs exprimèrent ouvertement leur désir d'émigrer, notamment en Palestine. Mais entre-temps, les camps de personnes déplacées se transformèrent en petites communautés, parfois improvisées, parfois organisées, avec une efficacité remarquable. Là, pour la première fois depuis des années, les survivants purent dormir sans crainte. Cuisine communautaire, cours d'hébreu, services religieux, funérailles collectives, écoles pour enfants, et même des représentations théâtrales furent organisées. La renaissance culturelle fut remarquable. Survivre à la Shoah ne signifiait pas seulement continuer à respirer. Cela impliquait de reconstruire une identité dévastée. Dans certains camps, comme celui de Föhrenwald, une authentique vie communautaire juive se développa. Des journaux furent imprimés en yiddish, une administration interne fut mise en place et même des structures d'autodéfense apparurent. Les survivants commencèrent à écrire leurs témoignages, souvent dans l'urgence avant que l'horreur ne tombe dans l'oubli. Les premières initiatives sionistes apparurent également, avec des jeunes recevant une formation physique et agricole pour émigrer en Palestine. L'administration des camps était la responsabilité conjointe des Alliés et des organisations humanitaires, l'UNRWA, la Croix-Rouge, le Joint Distribution Comité, l'Agence juive pour la Palestine et d'autres institutions travaillaient jour et nuit pour approvisionner les camps, gérer les formalités administratives, faciliter le regroupement familial et préparer les survivants à la prochaine étape. Certains espéraient rejoindre les États-Unis, d'autres le Canada, l'Australie ou l'Amérique du Sud. Mais les obstacles bureaucratiques, les quotas d'immigration et la lenteur du gouvernement rendaient l'attente interminable. Malgré leurs fonctions essentielles, les camps de personnes déplacées étaient également critiqués. Il y avait pénurie de ressources, surpopulation, tensions ethniques entre les groupes et un sentiment permanent d'incertitude. Certains survivants avaient vécu 5 ou 6 ans dans des camps nazis et étaient désormais contraints de rester des années supplémentaires dans de nouveaux camps, cette fois sans barbelés, mais aussi sans liberté totale. La situation devint si critique qu'en 1945, le président Truman envoya une commission dirigée par Earl Harrison pour enquêter sur les conditions de vie des Juifs dans les camps. Le rapport Harrison, publié la même année, était accablant. Il déclarait que, pour ces Juifs, l'horreur des camps de concentration était terminée, mais que le cauchemar persistait. Il soulignait l'absence de traitement différencié des survivants de l'Holocauste et exigeait des solutions immédiates. Suite à ce rapport, les conditions s'améliorèrent, les processus de réinstallation furent accélérés et un changement de politique d'immigration fut initié dans certains pays. Parallèlement, les autorités alliées entamèrent le processus de dénazification de l'Allemagne. Nombre des anciens camps de concentration servirent à héberger des prisonniers de guerre ou des collaborateurs nazis. D'autres furent transformés en lieux de mémoire. Certains, en revanche, furent purement et simplement abandonnés. Mais la priorité resta humanitaire, prendre soin des vivants, restaurer leur dignité et leur offrir une issue. Durant cette période, entre 1945 et 1948, environ 250 000 Juifs vivaient dans des camps de personnes déplacées. Ce fut, à bien des égards, un chapitre oublié de l'après-guerre. Mais durant ces années, des communautés entières se reconstruisirent, la langue hébraïque renaît, et une nouvelle conscience collective émergea. Au milieu des ruines de l'Europe, les survivants commencèrent à écrire leur propre avenir.
Europe, no man's land, la réaction contre les Juifs qui tentaient de retourner dans leurs maisons expropriées. Pour de nombreux survivants juifs de la Shoah, le désir immédiat après la libération n'était autre que de rentrer chez eux, de retourner dans leur ville, leur village ou leur quartier, de franchir à nouveau la porte du foyer qu'ils avaient été contraints d'abandonner sous la menace de la déportation et de retrouver un peu de la normalité qui leur avait été volée. Cependant, ce voyage de retour dans des milliers de cas n'a pas été porteur d'espoir mais d'un second traumatisme, car les maisons qu'ils avaient laissées derrière eux n'existèrent plus, ou pire encore, elles existaient, mais étaient occupées par d'autres locataires. Expropriées pendant la guerre, de nombreuses propriétés juives avaient été cédées à des voisins, à des fonctionnaires collaborationnistes, à des colons amenés par le régime nazi, ou simplement à des opportunistes. En Pologne, en Hongrie, en Ukraine, en Roumanie, en France et même en Allemagne, des millions de maisons, d'appartements, de commerces, d'entrepôts et de terres sont passés entre des mains étrangères en toute impunité. À leur retour, les survivants étaient souvent accueillis non pas avec compassion, mais avec hostilité. Ils étaient perçus comme des intrus, une menace pour le nouvel ordre local, qu'ils en soient ou non les propriétaires légitimes. Dans de nombreux villages, leurs propriétés avaient déjà été vendues ou divisées par les autorités collaborationnistes pendant la guerre, et leurs occupants actuels refusaient de restituer quoi que ce soit. Les tentatives de récupération de maisons ou d'effets personnels suscitaient d'intenses tensions. Certaines autorités locales refusaient d'enregistrer les demandes, d'autres les ignoraient purement et simplement. Les survivants, épuisés physiquement et émotionnellement, étaient soumis à des labyrinthes bureaucratiques qui n'aboutissaient presque jamais à rien. Mais au-delà de l'obstacle administratif, l'aspect le plus brutal résidait dans le rejet social. L'antisémitisme n'avait pas disparu avec la chute du Troisième Reich. Il restait latent, ancré dans des années de propagande, de préjugés et d'opportunisme matériel. Pour de nombreux Européens, l'élimination des Juifs avait également représenté une opportunité, s'approprier maisons, meubles, bijoux, œuvres d'art, commerces et boutiques. La possibilité qu'ils reviennent maintenant réclamer ce qui leur appartenait suscitait la peur, le ressentiment et même la violence. L'un des exemples les plus emblématiques de cette violence fut le pogrom de Kielce, survenu en Pologne le 4 juillet 1946. Dans cette ville, une rumeur infondée concernant l'enlèvement rituel présumé d'un enfant chrétien par des Juifs se répandit rapidement. Une foule en colère attaqua alors le siège de la communauté juive. En quelques heures, 42 Juifs furent sauvagement assassinés. Des dizaines d'autres furent blessés. Nombre d'entre eux étaient des survivants récemment revenus des camps. Le pogrom de Kielce fut un signe sans équivoque, démontrant que même après la Shoah, malgré le terrible bilan de 6 millions de morts, l'antisémitisme demeurait une menace réelle. Pour de nombreux Juifs, cet événement marqua le point de rupture. Ils comprirent que l'Europe ne serait plus un foyer sûr, qu'elle n'était plus un lieu où ils pourraient retourner en toute sécurité. Des centaines de milliers de Juifs considéraient que le continent où ils avaient vécu pendant des générations était devenu un territoire hostile. En Europe de l'Est, et notamment en Pologne, d'autres épisodes similaires ont été recensés. Entre 1945 et 1946, plus de 350 incidents violents contre des Juifs de retour au pays ont été recensés. Nombre de ces incidents sont passés sous silence, d'autres ont été enfouis dans la peur. En conséquence, plus de 100 000 Juifs ont quitté la Pologne, un an seulement après la fin de la guerre. Ailleurs sur le continent, la situation n'était guère différente. En Hongrie, par exemple, la situation économique était désastreuse. Le retour de milliers de Juifs a provoqué des frictions avec les groupes nationalistes et avec les nouveaux propriétaires des biens expropriés. En Slovaquie, les autorités communistes ont bloqué la restitution des biens. En France, le processus de restitution a été lent, complexe et bureaucratiquement étouffant. En Allemagne, des milliers de maisons occupées par des Allemands ordinaires ont empêché les survivants d'accéder à leurs anciennes rues. De plus, il ne s'agissait pas seulement de biens. De nombreux Juifs tentèrent de renouer avec leurs familles, leurs voisins, ou simplement de prendre des nouvelles de leurs amis. Mais dans bien des cas, ils se heurtèrent au silence, à l'esquive et à la froideur. La collaboration civile avec le régime nazi avait été plus importante qu'ils ne voulurent l'admettre, et, de ce fait,
la culpabilité silencieuse se transforma en indifférence ou en agressivité. À ce rejet s'ajouta la pauvreté généralisée du continent. En 1945, l'Europe était en ruine. Des millions de personnes avaient été déplacées, des villes bombardées, des systèmes politiques effondrés. Dans ce chaos, les survivants de l'Holocauste n'étaient pas considérés comme des victimes, mais comme un fardeau supplémentaire, parfois même comme des concurrents pour des ressources rares comme le logement, la nourriture ou des emplois décents. Certaines initiatives officielles ont tenté de résoudre le problème de la restitution des biens. Dans des pays comme la France, la Belgique et les Pays-Bas, des commissions de restitution ont été créées permettant la récupération de certains biens, notamment des œuvres d'art, des entreprises ou des comptes bancaires. Mais le processus était inégal, lent et souvent symbolique plutôt que concret. En Europe de l'Est, sous le régime soviétique, le concept même de propriété privée avait été aboli. Toute revendication était, en pratique, impossible. Face à cette situation, des milliers de Juifs ont renoncé à tenter de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Ils ont quitté leur ville natale pour se diriger vers des camps de personnes déplacées, où des communautés de transit ont commencé à se former en route vers une nouvelle destination. La Palestine, les États-Unis, l'Argentine, le Canada ou l'Australie sont devenus des horizons possibles. Tout endroit leur offrant sécurité et une chance minimale de reconstruire une vie. Paradoxalement, l'Holocauste a non seulement détruit des communautés juives entières, mais a également rendu irréparables les relations entre les Juifs et une grande partie du continent européen. Le retour était impossible, non par manque de volonté, mais par manque d'acceptation. Les survivants comprenaient que l'Europe, d'après 1945, ne les accueillait pas comme des citoyens, mais comme des fantômes du passé que beaucoup préféraient oublier. Le traumatisme de ce retour contrarié était gravé dans la mémoire collective des survivants. Ce n'était pas seulement la perte d'êtres chers, mais aussi la certitude que les lieux où ils étaient nés leur avaient tourné le dos, les rues qu'ils connaissaient, les langues qu'ils parlaient, les cultures qu'ils partageaient ne leur appartenaient plus. L'Europe, leur patrie pendant des siècles, ne leur appartenait plus. La terre promise, la tentative de certains survivants juifs de chercher refuge en Palestine. Après que l'Europe eut montré des signes de rejet des survivants de l'Holocauste, la Palestine devint une lueur d'espoir pour des milliers de Juifs ayant réussi à s'échapper des camps. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une terre de promesses bibliques, mais la dernière véritable chance de vivre sans peur, persécution ou rejet. L'Europe les avait abandonnés. L'Amérique semblait lointaine avec ses quotas d'immigration limités. Cependant, la Palestine, sous mandat britannique, apparaissait comme la destination naturelle de la Renaissance juive. Mais cet espoir se heurta rapidement à la réalité politique de l'époque. Depuis 1920, la Palestine était administrée par le Royaume-Uni et le mandat britannique, établi par la Société des Nations, reconnaissait le droit du peuple juif à établir un foyer national dans la région, comme le stipulait la déclaration Balfour de 1917. Cependant, il était également tenu de protéger les droits civiques de la population arabe, majoritaire sur le territoire. Durant les années 1920 et 1930, l'augmentation de l'immigration juive, notamment en provenance d'Europe de l'Est et d'Allemagne nazie, avait généré des tensions croissantes avec la population arabe palestinienne. Émeutes et soulèvements culminèrent avec la Grande Révolte arabe entre 1936 et 1939. En conséquence, le gouvernement britannique adopta une position restrictive. En 1939, il publia le Livre blanc, qui limitait sévèrement l'immigration juive en Palestine à seulement 75 000 personnes sur 5 ans, un chiffre dérisoire comparé aux millions de réfugiés générés par la guerre et la Shoah. Après la fin de la guerre, en 1945, les survivants de la Shoah dans les camps de personnes déplacées en Allemagne, en Autriche et en Italie commencèrent à s'organiser pour tenter de rejoindre la Palestine. Il ne s'agissait pas de simples individus isolés. Des mouvements organisés ont émergé comme la Brija, qui signifie « évasion » en hébreu, un réseau clandestin composé d'anciens combattants juifs, de membres de la résistance et d'activistes sionistes qui facilitait le transfert des réfugiés vers les ports méditerranéens. Entre 1945 et 1948, plus de 250 000 Juifs tentèrent d'émigrer illégalement en Palestine. Ils le firent sur des bateaux précaires et surchargés, souvent sans pavillon et munis de faux documents.
Cette migration clandestine fut connue sous le nom de Aliyah, bête ou seconde immigration, par opposition à l'immigration légale. Les Britanniques exercèrent cependant un contrôle naval strict. Nombre de ces navires furent interceptés et détournés vers Chypre, où les passagers furent enfermés dans des camps de détention. L'un des cas les plus notoires fut celui de l'Exodus 1947. Avec 4515 survivants de l'Holocauste à bord, l'Exodus quitta le port français de Sète en juillet 1947 à destination de la Palestine. À son arrivée sur la côte, il fut violemment abordé par les troupes britanniques. L'affrontement fit 3 morts et des dizaines de blessés. Les passagers furent conduits vers des ports français où ils refusèrent de débarquer et furent finalement renvoyés en Allemagne. L'image de Juifs libérés des camps de concentration renvoyés sur le sol allemand suscita un tollé international et une vague de condamnation de la politique britannique. Parallèlement, la communauté juive de Palestine, le Yishuv, intensifia sa pression pour permettre l'entrée des réfugiés. Des groupes armés tels que la Haganah, le Irgun et le Lehi collaborèrent non seulement à l'immigration clandestine, mais menèrent également des opérations armées contre des cibles britanniques cherchant à imposer un changement de politique. Les tensions s'intensifièrent avec des attaques, des sabotages et des actions spectaculaires comme l'attentat à la bombe contre l'hôtel King David à Jérusalem en 1946. Le gouvernement britannique, affaibli par les coups de l'après-guerre et incapable de contenir le conflit en Palestine, décida de porter la question devant les Nations Unies. En 1947, l'ONU proposa un plan de partage qui divisait la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Les dirigeants juifs acceptèrent le plan avec des réserves. Les dirigeants arabes le rejetèrent catégoriquement. Pendant ce temps, les réfugiés continuaient d'affluer. Nombre de ceux détenus à Chypre attendaient des mois, voire des années, un visa. Dans les camps de déplacés d'Europe, la frustration grandissait. La seule lumière au bout du tunnel restait la Palestine. Certains parvenaient à arriver clandestinement, se fondant dans les communautés agricoles du désert ou s'intégrant dans des kibboutz. Pour les survivants de l'Holocauste, la tentative d'atteindre la Palestine était plus qu'un simple voyage physique. C'était une affirmation de la vie et une forme de résistance. C'était une décision consciente de reconstruire le monde juif sur de nouvelles bases, loin de l'humiliation, de la haine et de l'exil. Nombreux étaient ceux qui voyaient la Palestine non seulement comme une terre promise, mais aussi comme une terre conquise au prix du sang, de la souffrance et de la dignité. L'effort pour atteindre la Palestine était également marqué par un profond sentiment d'appartenance. Il ne s'agissait pas seulement de se sauver soi-même. C'était l'impulsion de fonder quelque chose de nouveau, de transformer la douleur en force. Les récits des survivants qui ont réussi à s'y installer témoignent d'un travail épuisant, de difficultés mais aussi de solidarité, d'un sens du devoir et de la reconstruction d'identités brisées. Finalement, le 14 mai 1948, après le retrait des autorités britanniques, l'État d'Israël fut proclamé. Pour des centaines de milliers de survivants attendant à Chypre, dans les camps d'Europe ou vivant déjà dans les colonies juives de Palestine, ce jour marqua la fin d'un voyage et le début d'une nouvelle histoire. Israël, né de la catastrophe, allait être non seulement un refuge, mais aussi une nouvelle patrie. Retour à la maison, la formation politique de l'État d'Israël et le nouveau foyer des survivants. Le 14 mai 1948, à Tel Aviv, David Ben-Gourion, chef du mouvement sioniste et président du Conseil national juif, proclamait la création de l'État d'Israël. Ce moment marquait l'aboutissement de décennies d'aspirations sionistes, l'apogée d'une histoire de persécution, de migration et de résistance. Pour les survivants juifs de l'Holocauste, c'était bien plus qu'une simple proclamation politique. C'était la revendication d'un peuple qui, condamné à l'extinction, recouvrait désormais son droit inaliénable à exister, à se gouverner et à se défendre. La création de l'État d'Israël résulta de la convergence de multiples forces à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le sionisme politique, né à la fin du XIXe siècle, avait posé la nécessité d'établir un foyer national pour le peuple juif en réponse à l'antisémitisme européen. La tragédie de l'Holocauste donna à cet idéal une urgence irréfutable. Des nations entières s'étaient révélées incapables de protéger leurs citoyens juifs.
Seul un État indépendant semblait garantir leur sécurité et leur avenir. En 1947, après des années de conflits entre Juifs, Arabes et autorités britanniques en Palestine, le Royaume-Uni renonça à son mandat sur le territoire. La question fut portée devant les Nations Unies. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies adopta la résolution 181, connue sous le nom de Plan de partage, qui proposait de diviser la Palestine en deux États, l'un juif et l'autre arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. La communauté juive accepta la proposition. La communauté arabe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Palestine, la rejeta. La déclaration d'indépendance, entrée en vigueur la veille du retrait officiel des Britanniques, provoqua immédiatement une réaction violente. 5 pays arabes, l'Égypte, la Syrie, la Transjordanie, le Liban et l'Irak, déclarèrent sans hésiter la guerre à l'État d'Israël naissant. Ainsi débuta la première guerre israélo-arabe, également appelée guerre d'indépendance pour les Israéliens et Nakba, ou catastrophe pour les Palestiniens. Les survivants de l'Holocauste, dont beaucoup venaient à peine d'arriver sur le sol israélien, participèrent directement au conflit. Certains furent recrutés comme soldats, d'autres participèrent à la construction de fortifications, à l'agriculture pour le ravitaillement du front ou effectuèrent des tâches logistiques. Malgré leur faiblesse physique, le traumatisme encore récent et la barrière de la langue, des milliers de personnes rejoignirent l'effort de guerre, poursuivant ainsi leur lutte pour la survie. Pendant la guerre, le jeune État d'Israël parvint à étendre son contrôle territorial au-delà du partage décidé par l'ONU. Cette victoire militaire eut un coût humain élevé. Des centaines de villages palestiniens furent évacués, détruits ou absorbés, et plus de 700 000 Arabes palestiniens prirent la fuite ou furent expulsés. Cet exode massif généra un conflit de réfugiés qui reste irrésolu à ce jour. Pour les Juifs, cependant, l'indépendance d'Israël signifiait une renaissance nationale. L'État offrait la citoyenneté immédiate à tout Juif arrivant sur son territoire. Cette politique, connue sous le nom de loi du retour, promulguée en 1950, accorda l'asile à des centaines de milliers de Juifs déplacés par la guerre et les pogroms toujours en cours en Europe de l'Est. Entre 1948 et 1951, plus de 700 000 Juifs immigrèrent en Israël. Une part importante d'entre eux étaient des survivants de l'Holocauste, originaires de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne, de Roumanie et des camps de personnes déplacées d'Autriche et d'Italie. Cette immigration massive posait d'énormes défis à un pays à peine émergent. Les villes étaient remplies de tentes, de baraquements et d'installations de fortune. L'État devait improviser des systèmes de distribution de nourriture, de logement et d'emploi. L'intégration sociale fut lente et non sans heurts. Les survivants de l'Holocauste, marqués par des années de faim, de pertes et d'humiliations, arrivèrent dans une société jeune, dynamique et militarisée qui idéalisait le nouveau juif, l'image d'un agriculteur fort et courageux, capable de subvenir à ses besoins et de contribuer à l'État. Les nouveaux arrivants, quant à eux, étaient perçus par certains comme passifs ou brisés par la tragédie. La compréhension mutuelle n'était pas aisée. Le traumatisme de l'Holocauste n'a pas non plus été abordé en profondeur durant les premières années de l'État. De nombreux survivants sont restés silencieux par honte, douleur ou incompréhension. Les blessures étaient invisibles, et le récit dominant préférait se concentrer sur la résilience et l'héroïsme collectif. Ce n'est que dans les années 1960, avec le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, que le récit de l'Holocauste a commencé à occuper une place centrale dans l'identité israélienne. Les voix des survivants ont alors trouvé un espace légitime pour être entendues et respectées. Entre-temps, Israël est devenu un laboratoire de reconstruction nationale. Kibbutzim, coopératives agricoles, industries naissantes, hôpitaux et écoles ont prospéré. Une société dynamique et hétérogène s'est construite sur les ruines, avec des éléments venus d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de la diaspora mondiale. Les survivants de l'Holocauste, malgré les difficultés, se sont intégrés et ont activement contribué à cette construction. Nombre d'entre eux œuvraient dans les domaines de l'éducation, de l'art, de la médecine, de la recherche et de la politique. Certains fondèrent des musées, comme Yad Vashem, le centre de documentation et de commémoration de l'Holocauste à Jérusalem, fut fondé en 1953. D'autres ont raconté leur histoire dans des livres, des témoignages filmés ou dans des salles de classe.
Leur présence silencieuse s'est peu à peu transformée en mémoire collective, et Israël est ainsi devenu le principal refuge des Juifs persécutés du monde entier. Il a accueilli non seulement les survivants de l'Holocauste, mais aussi des communautés entières de Juifs expulsés du monde arabe, d'Éthiopie et d'Union soviétique des décennies plus tard. L'existence même de l'État représentait un acte de réparation historique, une réponse politique à l'antisémitisme et un symbole de continuité. Malgré les conflits constants avec ses voisins, les guerres, les attaques et les menaces existentielles, Israël s'est imposé comme un acteur central sur la scène internationale. Pour de nombreux survivants de la Shoah, vivre dans un pays doté de sa propre armée, de ses propres ambassades et d'un hébreu restauré était une expérience impensable quelques années plus tôt, lorsque leur sort était entre les mains de bourreaux anonymes. La fondation de l'État d'Israël n'a pas résolu tous les problèmes du peuple juif, ni complètement pansé les blessures de la Shoah. Mais elle a apporté quelque chose d'essentiel, la possibilité de vivre dignement, sous ses propres lois, avec une voix et une mémoire. Pour ceux qui ont survécu à l'enfer nazi, Israël représentait un ancrage, la fin de l'exil et du silence. Récupération du butin nazi, réparations historiques et tentatives de récupération des biens, œuvres d'art et terres expropriées. Alors que la Seconde Guerre mondiale s'éteignait, le monde se retrouva confronté à la tâche ardue de gérer non seulement le nombre incalculable de vies perdues, mais aussi l'immense quantité de biens, d'entreprises, de terres, d'œuvres d'art et d'effets personnels systématiquement volés ou expropriés aux Juifs d'Europe. L'Holocauste ne fut pas seulement un massacre humain, mais aussi un pillage économique orchestré par l'État nazi, ses alliés, et bien souvent par de simples citoyens qui s'approprièrent les biens de leurs voisins juifs. La réparation historique fut un processus lent, complexe et souvent incomplet. Les premières tentatives d'indemnisation eurent lieu dans un contexte où les priorités étaient différentes. La reconstruction de l'Europe, l'établissement de nouvelles frontières et la prise en charge de millions de personnes déplacées. Pour les survivants juifs, souvent sans papier, sans témoins et même sans domicile où retourner, la lutte pour la restitution fut une tâche ardue. En 1952, 4 ans seulement après la fondation de l'État d'Israël, l'un des accords les plus importants dans ce domaine fut signé. L'accord de Luxembourg entre l'Allemagne de l'Ouest et Israël stipulait que la République fédérale d'Allemagne reconnaissait sa responsabilité morale et juridique pour les crimes du nazisme et s'engageait à verser des réparations. Cet accord fut vivement débattu, tant en Israël que dans la diaspora. Pour beaucoup, accepter de l'argent de l'Allemagne était inacceptable. Pour d'autres, il s'agissait d'un acte pragmatique nécessaire pour reconstruire des vies brisées et un État encore balbutiant. Par ce pacte, l'Allemagne s'engageait à verser une somme initiale de 3 milliards de marks allemands à l'État d'Israël et 450 millions supplémentaires aux réclamations. Conférence sur les revendications matérielles juives contre l'Allemagne, une organisation qui défendait les juifs apatrides ou sans héritier direct. Cet accord marqua le début d'une longue série de compensations individuelles, collectives et symboliques qui se poursuivirent au cours des décennies suivantes. Le processus de restitution individuelle était particulièrement pénible. Les survivants devaient prouver leur identité, leur perte et leur statut de victime. Nombre d'entre eux n'avaient ni documents, ni témoins, ni recours juridique. Certains ont donc été rejetés immédiatement, tandis que d'autres ont attendu des décennies. Les indemnisations arrivaient tardivement, parfois après le décès des bénéficiaires ou leur extrême vulnérabilité. Malgré les difficultés, des millions de personnes ont réussi à obtenir une compensation financière. La restitution des biens matériels, tels que les maisons, les entreprises ou les terres, était encore plus complexe. Dans de nombreux cas, les biens avaient été saisis par d'autres familles, vendus ou détruits. Sous les régimes communistes, certains États d'Europe de l'Est ont nationalisé tout ce que les nazis avaient exproprié et ont rejeté toute demande. Ce n'est qu'après la chute du mur de Berlin et la dissolution du bloc soviétique que certains dossiers ont commencé à être rouverts, mais tous les progrès n'ont pas été réalisés. La bureaucratie, le manque de volonté politique et le temps qui passe ont constitué des obstacles majeurs. Parallèlement, une autre dimension du pillage est apparue, l'appropriation de biens culturels. Durant l'occupation nazie,
Des centaines de milliers d'œuvres d'art, de livres, de manuscrits, d'instruments de musique et de collections privées ont été confisqués. Une partie de ce butin a été rassemblée par de hauts fonctionnaires nazis, comme Hermann. Göring, ainsi que des musées, des universités et des collectionneurs privés. La campagne économique de aryanisation a également touché des bibliothèques et des archives entières. Après la guerre, des milliers d'œuvres ont été retrouvées par les armées alliées. Des équipes telles que les Monuments des Hommes étaient chargées de localiser, d'identifier et de restituer ces pièces. Cependant, de nombreux objets ne sont jamais retournés à leur propriétaire d'origine. Certains ont disparu, tandis que d'autres ont été remis au mauvais gouvernement, bien que l'on pense que la plupart sont restés entreposés dans des musées européens sans étiquetage clair ni recherche de provenance. À partir des années 1990, et surtout après la conférence de Washington de 1998 sur les avoirs de l'Holocauste, le monde a commencé à prendre plus au sérieux cette dette impayée. Lors de cette conférence, 44 pays ont signé des principes non contraignants pour faciliter la restitution ou l'indemnisation des œuvres d'art volées. Ces principes ont encouragé les musées à examiner leurs collections et à rendre publics les catalogues des œuvres de provenance douteuse. De nombreux processus de restitution se sont alors accélérés. Peintures de Gustav Klimt, Egon Schiele, Pablo Picasso et Marc Chagall ont été restituées à leurs héritiers juifs, parfois après des décennies de litiges. Cependant, de nombreux musées conservent encore des œuvres dont la provenance est contestée. Et tous les États n'ont pas fait preuve de la même transparence dans leur coopération. Dans certains pays, les gouvernements ont adopté des lois spécifiques pour répondre à ces demandes. L'Autriche, par exemple, a créé une commission de restitution et restitué d'importantes collections. La France a examiné les dépôts du musée du Louvre et d'autres centres culturels. L'Allemagne, pour sa part, a promu des programmes visant à enquêter sur l'origine des œuvres acquises sous le Troisième Reich. Mais le rythme et la volonté politique ont été inégaux. Dans plusieurs cas, les demandes ont été freinées par des formalités juridiques ou un manque de consensus. Au-delà des réparations matérielles, les réparations historiques comprenaient également des gestes symboliques. Monuments, excuses officielles, journées de commémoration et programmes éducatifs s'inscrivaient dans un effort plus large de reconnaissance des préjudices causés. L'Allemagne, en particulier, a adopté une politique de mémoire active. Sa chancellerie, son parlement et ses institutions culturelles ont assumé la responsabilité historique des crimes nazis au titre de son identité démocratique. Tous les pays n'ont pas suivi cet exemple. Certains ont choisi le silence, l'oubli ou la minimisation. D'autres, comme la Pologne et la Hongrie, ont été confrontés à des controverses concernant leurs lois de restitution ou des récits minimisant la complicité locale dans les crimes. La mémoire de l'Holocauste demeure dans de nombreuses régions d'Europe un champ de controverses idéologiques, politiques et juridiques. Parallèlement, les héritiers des victimes continuaient d'intenter des actions en justice, tantôt aux États-Unis, tantôt en Israël ou en Europe. Des banques suisses, des compagnies d'assurance comme Allianz et des entreprises industrielles comme Volkswagen et IG Farben ont fait l'objet de recours collectifs. Dans certains cas, des accords transactionnels de plusieurs millions de dollars ont été conclus au bénéfice des survivants et de leurs familles, mais dans d'autres, les batailles juridiques sont toujours en cours. La réparation, cependant, ne peut se mesurer uniquement en termes économiques. Pour de nombreux survivants, retrouver une bague, une photographie, un tableau de famille ou le titre de propriété d'un bien perdu revêtait une profonde signification émotionnelle. C'était un moyen de restaurer la dignité, de reconstruire le fil brisé d'une vie que la barbarie avait tenté d'effacer. Et, en même temps, c'était un avertissement. Que le crime ne reste pas impuni, que la dépossession ne soit pas normalisée, que l'histoire ne se répète pas. Plus de 80 ans après la Shoah, le processus de réparation se poursuit. Chaque archive ouverte, chaque objet restitué à ses propriétaires, chaque vérité reconnue constitue un petit acte de justice. C'est une lutte contre l'oubli et un rappel que la souffrance de millions de personnes ne peut être facilement archivée ou réglée. L'architecture du souvenir, l'énorme tâche de construire des espaces et des monuments dédiés à la mémoire de l'Holocauste. Après la dévastation de la Shoah, lorsque les camps d'extermination furent libérés et que les survivants commencèrent à raconter l'horreur qu'ils avaient vécue, un besoin urgent mais complexe apparut, l'obligation de se souvenir des atrocités commises par les nazis.
Il s'agissait de commémorer l'irréparable, de nommer les millions de personnes qui ne pouvaient plus parler et, petit à petit, de reconstruire non seulement la vie juive, mais aussi la mémoire collective de ce qu'avait été la Shoah. Cette tâche titanesque fut assumée par les survivants eux-mêmes, par les communautés juives du monde entier, par les chercheurs, les militants, les gouvernements et les générations suivantes. Dans les premières années d'après-guerre, le deuil était silencieux. Nombre de survivants ne parlaient pas, le traumatisme étant trop profond. Certains ressentaient de la honte, d'autres simplement de la culpabilité. Dans les pays d'accueil comme les États-Unis, l'Argentine, Israël et le Canada, l'histoire de la Shoah n'était pas centrale. L'intégration et la reconstruction étaient privilégiées, au prix de l'oubli. Mais avec le temps, le besoin de raconter des histoires et de ne pas laisser le monde oublié a pris le dessus. Le silence a cédé la place aux mots. Les mots ont cédé la place à la mémoire institutionnalisée. L'un des premiers lieux où cette mémoire a été physiquement immortalisée fut Israël. C'est là, en 1953, que le gouvernement a fondé Yad Vashem. Vashem, l'institution officielle de l'État à la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis. Plus qu'un musée, Yad Vashem est un vaste complexe d'archives, de mémoriaux, de jardins et d'espaces de documentation. Sa mission va au-delà de la simple commémoration. Il mène des recherches, recueille des témoignages, éduque, rend hommage aux justes parmi les nations, ces non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la guerre, et œuvre activement à préserver l'identité de chaque victime en retrouvant leurs noms, leurs visages et leurs histoires. Yad Vashem est devenu l'épicentre mondial de la commémoration de l'Holocauste. Mais ce n'était pas le seul. Au fil des ans, musées, centres et monuments ont surgi sur tous les continents. Aux États-Unis, le Royaume-Uni État. Le musée mémorial de l'Holocauste, ouvert en 1993 à Washington DC, s'est imposé comme une institution incontournable pour l'éducation et la documentation sur l'Holocauste. Ses expositions permanentes, ses archives, son rôle éducatif et ses recherches en ont fait une référence internationale. En Europe, les anciens camps de concentration et d'extermination ont souvent été transformés en lieux de mémoire. Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Majdanek, Bergen, Belsen et Dachau ont tous été préservés comme témoins matériels de l'horreur. Des milliers de personnes les visitent chaque année, non pas comme des attractions touristiques, mais comme des pèlerinages de conscience. Là, le silence et la nudité des vestiges, les sinistres chambres à gaz, les barbelés, les crématoires et les biens accumulés confrontent l'humanité à sa propre capacité de destruction. Outre ces sites historiques, l'Europe a érigé des monuments dans ses principales capitales. À Berlin, le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, conçu par Peter Eisenman et inauguré en 2005, occupe un pâté de maisons entier près de la porte de Brandebourg. Ces blocs de béton, disposés sur un terrain vallonné, invitent à la dépaysement et à la contemplation. Au sous-sol, un centre de documentation retrace la tragédie avec des noms, des dates et des témoignages. Des plaques, des sculptures et des monuments commémoratifs ont également été érigés à Paris, Amsterdam, Vienne, Budapest, Varsovie et Prague, entre autres. On trouve même des initiatives citoyennes comme les Stolperstein ou pierres d'achoppement, de petits pavés dorés placés devant les maisons où vivaient les victimes du nazisme, portant leurs noms et les dates de leur déportation ou de leur assassinat. Ce geste minimaliste, lancé par l'artiste allemand Günther Demnig, s'est répandu dans des dizaines de pays, transformant les trottoirs en cartes silencieuses du génocide. La mémoire institutionnelle s'est également construite à travers les organisations. La conférence, créée en 1951, a non seulement négocié des réparations avec l'Allemagne, mais a également financé des programmes d'éducation et d'aide aux survivants. Juifs. Le Congrès et le Congrès juif européen ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la mémoire de l'Holocauste au sein des organisations internationales. Des organisations comme l'AMCHA en Israël ont offert un soutien psychologique aux survivants et continuent de le faire auprès de leurs descendants. La transmission de la mémoire est également devenue une responsabilité intergénérationnelle. Les enfants et petits-enfants des survivants de la deuxième et de la troisième génération ont souvent embrassé le combat pour la mémoire.
Ils ont fondé des associations, publié des témoignages, réalisé des films et organisé des marches. La mémoire a cessé d'être un fardeau individuel pour devenir une tâche collective. L'un des rituels les plus importants de ce processus est Yom Kippour. La journée de commémoration de l'Holocauste, Hashoah, est commémorée chaque année en Israël et dans de nombreuses communautés juives du monde entier. Lors de cette journée, des bougies sont allumées, les noms sont prononcés et des minutes de silence sont observées. En Israël, une sirène nationale interrompt le quotidien pendant 2 minutes. Tout s'arrête, de la circulation aux promenades en passant par les magasins. Durant ces 2 minutes, la nation entière se consacre à la mémoire. L'éducation est devenue un autre pilier fondamental. Dans de nombreux pays, des contenus sur l'Holocauste ont été intégrés aux programmes scolaires. Des visites de musées, des rencontres avec des survivants, des concours littéraires et des séances de réflexion ont été organisées. De nombreux enseignants ont été formés à la pédagogie de la mémoire, mettant l'accent sur le respect des droits humains et la lutte contre l'antisémitisme. Malgré ces efforts, le défi de la mémoire demeure. Des témoins disparaissent et la dernière génération de survivants vit ces dernières années. Avec eux, l'expérience directe, le récit à la première personne, disparaît également. C'est pourquoi des campagnes ont été lancées pour enregistrer leurs témoignages, les numériser et les préserver pour l'avenir. Des projets comme celui de la Fondation Shoah, promu par Steven Spielberg, ont collecté des dizaines de milliers d'entretiens dans des dizaines de langues, créant ainsi une archive audiovisuelle sans précédent. La mémoire de l'Holocauste est également confrontée à des menaces telles que la banalisation, le déni, le révisionnisme ou un regain d'antisémitisme. Dans certains contextes, l'histoire est réécrite, minimisée ou instrumentalisée politiquement. Par conséquent, les lieux de mémoire ne sont pas seulement des hommages au passé, ils sont aussi des tranchées du présent. Ils sont des avertissements. Ils rappellent jusqu'où peut aller la haine lorsqu'elle est normalisée, lorsqu'elle n'est pas affrontée. L'Holocauste a marqué un tournant pour l'humanité. Le souvenir de cette catastrophe n'appartient pas seulement au peuple juif. C'est un patrimoine universel. C'est pourquoi, en 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a institué le 27 janvier, jour de la libération d'Auschwitz, Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Chaque année, des représentants du monde entier se réunissent à New York, Paris, Jérusalem et dans de nombreuses villes pour se souvenir et renouveler leur engagement en faveur de la vérité, de la justice et de la dignité humaine. Les lieux de mémoire, les organisations juives, les livres, les témoignages, les cérémonies et les monuments n'effacent pas la douleur. Mais ils empêchent qu'elle soit niée. Dans un monde où l'oubli est une tentation constante, ce souvenir est un acte de résistance. Et chaque nom prononcé, chaque histoire racontée, chaque fleur déposée devant un mur réaffirme l'essentiel. La vie a de la valeur. La mémoire la préserve.